Il y aura un atelier qui traitera de la sortie immédiate du nucléaire à 4h30 sous le chapiteau numéro 1. Et Roland prend la parole sur les suites des accidents. Merci aux organisateurs d'avoir permis ces expressions très variées, je dirais, dans le cadre de ces rencontres. Je trouve ça très intéressant. Ça permet de voir qu'on n'est pas tout seul dans son coin, en tout cas. On est nombreux et qu'on peut faire bouger des choses, je crois. Je voudrais dire deux mots sur la CRIRAD. Je pense qu'il y a la plupart des gens qui connaissent. On est né il y a 25 ans et on est né à cause d'une catastrophe Tchernobyl. On est né par le mensonge de Tchernobyl, mensonge sur la France. On s'aperçoit que ce mensonge, il n'est pas seulement français quand on parle de nucléaire. Et c'est ce que j'aimerais un petit peu développer à travers ça. Je veux dire que si il y a quelques documents CRIRAD au fond de la salle, là, et en particulier il y a le DVD sur la centrale Brennilis, le démantèlement de la centrale de Brennilis dont a parlé Chantal tout à l'heure. Ceux qui seraient intéressés, il est au fond du chapiteau là-bas. Alors, la CRIRAD, on est né de Tchernobyl, c'est vrai, c'était il y a 25 ans, et c'était l'accident impossible. Impossible. À l'époque, ce type de scénario était classé hors dimensionnement. On ne dit pas impossible dans le nucléaire, on dit hors dimensionnement. Donc on écarte ces hypothèses, cette hypothèse-là. Tchernobyl a été classé comme étant impossible. Et là, c'est vrai qu'il a fallu, pour des scientifiques comme Pierre, comme Zand, de dire, il a fallu, ça a été un sacré choc, je dirais pour nous, de constater que ce qui était impossible s'est produit. Comme aujourd'hui, 25 ans après, Fukushima, dans le pays le plus haute technologie, high-tech du monde, s'est produit. Et ça, ça a été, je dirais, caché. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, m'épate après 50 ans de militantisme, je dirais, dans ce domaine-là. C'est que tout ce qui a été annoncé comme étant possible, les pires catastrophes, qui étaient classées toutes comme impossibles, elles se sont toutes produites pratiquement. Ça veut dire que quelque part, nous avions tous raison. Nous avions tous raison simplement avant l'heure. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut arriver à dépasser, je dirais, se dire, on avait raison de dire que Tchernobyl, ce type de catastrophe, c'était possible, que Fukushima, c'était possible, et que, quelque part, on ne nous ait jamais entendus. Eh bien, j'espère qu'avec Fukushima, eh bien, on arrivera à faire reconnaître que ce type de situation, eh bien, nous, on ne la veut pas. On n'en veut plus de ces situations-là, parce que ce type d'accident-là, maintenant, il s'est produit une fois, il s'est produit deux fois, il pourra se reproduire demain, et Stéphane a tout à fait raison. On n'est pas, nous, à l'abri en France de ce genre de situation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, pour reprendre un petit peu Tchernobyl et pour aller à Fukushima? Tchernobyl, c'était, ce qu'on nous a dit, c'était un accident soviétique. Il n'était même pas nucléaire. C'était un accident soviétique. C'était le système qui voulait ça. C'est parce que l'organisation de la société, la technologie, peut-être même les atomes, avaient des propriétés particulières de l'autre côté du rideau de fer, puisque c'est comme ça qu'on nous le présentait à l'époque. Évidemment, ça c'est totalement ridicule. Tchernobyl, c'est une erreur humaine, c'est vrai. C'est pas la faillite d'une technologie, mais c'est bien l'erreur humaine, mais qui montre que cette technologie-là ne s'accoutume pas ni de l'erreur humaine, ni non plus des catastrophes naturelles comme au Japon, des impacts, des agressions violentes, comme on dit, de l'environnement vis-à-vis de ces installations. Et ce sont des vraies installations à risque. Et le problème, c'est que quand ces risques s'expriment, heureusement ils ne s'expriment pas souvent, mais comment gère-t-on ces accidents ? Et c'est là qu'on constate que c'est bien au-delà de toutes les catastrophes que l'on connaît dans le chimique, de Bhopal, de AZF, etc. On a des impacts qui sont dans l'environnement et dans la santé publique énormes et qui sont planétaires pratiquement. Tchernobyl a touché toute l'Europe. Nous l'avons parfaitement démontré, nous la CRIRAD, à travers un atlas des contaminations des Tchernobyl. Et je peux vous dire que pour un scientifique, c'est quelque chose d'énorme de constater que vous n'avez pas 1 mètre carré de l'Europe qui n'a pas le marquage de Tchernobyl. Pas 1 mètre carré. Ces vaisseaux, c'était grave. Mais ça a touché des zones très limitées.
Là, Fukushima, on s'aperçoit, c'est venu jusqu'en France, il y a 3 mois maintenant. On est à l'abri d'aucune de ces pollutions, où qu'on soit sur la planète. Ça donne les dimensions d'un accident nucléaire. Donc Tchernobyl, c'est l'étendue de la contamination. Évidemment, c'est comment les Russes ont géré la chose. Ben, je dirais beaucoup mieux que les Japonais. Ça, il faut reconnaître. Ils ont mis les moyens, mais c'était des moyens humains. C'est 800 000 liquidateurs minimum. C'est des moyens techniques énormes. C'est évidemment une contamination de l'environnement. C'est une zone de 300 km autour de Tchernobyl qui aujourd'hui est très contaminée et où on ne pourrait pas vivre normalement. On ne peut pas vivre normalement, j'estime, etc. Voilà ce que ça représente Tchernobyl. Évidemment, officiellement, c'est pas ce qu'on entend. Tchernobyl, c'est 50 morts, c'est pas plus, c'est les pompiers qui sont intervenus. Les autres, ils n'existent pas. Ces bilans qui sont faits par l'OMS, qui a un accord avec la IEA depuis 1959, signé en tout cas par l'OMS, pas rédigé par l'OMS, mais disent Tchernobyl c'est rien du tout en gros, en impact sanitaire. C'est pas grand chose en tout cas, et ça rend l'industrie nucléaire parfaitement acceptable. Pour nos responsables, pour qu'une industrie devienne inacceptable, il faudrait beaucoup plus de morts. Nos responsables avaient chiffré le nombre de morts acceptables pour l'industrie nucléaire. Pour que Tchernobyl n'arrête pas l'industrie nucléaire, il fallait que ce soit 4000. 4000, pourquoi? Parce que 4000, c'est en gros Bhopal, c'est Vezo, c'est des catastrophes chimiques. Les catastrophes chimiques n'ont pas arrêté le chimique. Du coup, on s'est dit, si on ne veut pas arrêter le nucléaire, il ne faut pas que le nucléaire fasse plus que les morts du chimique. Et c'est comme ça qu'on a fixé les nombres de victimes de Tchernobyl. Ça n'a rien de scientifique, vous le constatez, et ces rapports qui disent cela, qui sont rédigés par les responsables internationaux de la IEA, dont c'est une agence de promotion du nucléaire, il faut bien le reconnaître, mais à qui on a confié aussi, et qui s'est auto-approprié, je dirais aussi, les conséquences du nucléaire. C'est-à-dire qu'on a confié dans la même agence le rôle de promouvoir une industrie à risque, à très haut risque, et en même temps le rôle d'en protéger la population. On a le conflit d'intérêts au plus haut niveau. Eh bien, c'est ça qu'on a confié à ces organismes. C'est pour ça qu'il faut aussi se bagarrer par rapport à ces organismes-là, qui sont des organismes du mensonge organisé au niveau planétaire. La IEA continue à mentir. Elle continue à mentir sur Fukushima aujourd'hui, comme elle l'a fait avec Tchernobyl. Donc, il faut qu'il y ait ces structures-là pour que le nucléaire perdure. C'est surtout de mensonges. C'est pour ça qu'à l'occasion hier d'un débat, on m'a demandé mais qu'est-ce que vous verriez comme évolution positive qui permettrait de peut-être changer les choses. J'ai dit il faudrait que dans le domaine du nucléaire, on reconnaisse le délit de mensonge. Le délit de mensonge, c'est-à-dire le délit de dire des choses qui ne sont pas la vérité. Nous, les scientifiques qui avons dit la vérité sur les risques du nucléaire, nous n'avons pas été entendus. Par contre, il y a tout un tas de scientifiques que vous entendez régulièrement dans les médias qui se permettent de dire n'importe quoi, d'affirmer des choses les plus fausses possibles. Eh bien, eux ne sont pas sanctionnés. Et c'est eux qui sont écoutés. Et c'est là qu'on vous dit, oui, mais la science, c'est comme la démocratie, c'est la majorité qui a raison. Non, je suis désolé, la science, c'est plus rarement, c'est très rarement la majorité qui a raison, c'est plus souvent la minorité qui a raison. Et nous faisons partie de cette minorité de gens qui s'inquiétons, s'intriguons, enfin se posons des questions par rapport justement à toute cette industrie nucléaire, avec des approches un petit peu différentes entre les différentes personnes, mais en tout cas, nous faisons partie de ces sceptiques par rapport à l'énergie nucléaire. Alors, Tchernobyl, on est 25 ans après, il va y avoir un événement, il va y avoir quelque chose au mois de septembre, bientôt, là, c'est les résultats de la justice, parce que vous savez qu'on est obligé, nous, les victimes, ou victimes potentielles du nucléaire, si on veut faire reconnaître qu'on est des victimes et qu'on a subi des conséquences par rapport à Tchernobyl, en France, eh bien, il faut qu'on porte plainte en justice parce que nos autorités ne feront jamais le bilan de Tchernobyl sanitaire. Donc, nous avons porté plainte en mars 2001, c'est-à-dire il y a 10 ans, avec les malades de la thyroïde, plus de 500 malades de la thyroïde, en justice. La juge, Berthela Geoffroy, a bien travaillé, mais elle a eu tellement de bâtons dans les roues
qu'elle n'a pas pu, je dirais, aboutir au bout du bout, si ce n'est bien maigrement à mettre en examen le professeur Pellerin. C'est bien, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Nous estimons qu'il faut remonter plus haut les responsabilités et qu'il doit y avoir une reconnaissance, je dirais, des victimes, en particulier malades de la thyroïde, sur la France à cause de Tchernobyl. Eh bien, la justice est en train de clore le dossier. Et en gros, au bout de 10 ans, le professeur Pellerin va être, je dirais, libéré de toute charge pour non-lieu général. Ça va se faire, ça va se décider en septembre. Je suis à peu près certain que la décision qui sera donnée sera celle-là. C'est-à-dire qu'on n'aura même pas, je veux dire, une reconnaissance de la justice par rapport à des victimes inéluctables dans la Tchernobyl en France. Alors, est arrivé récemment, je vais faire un petit raccourci sur le Japon. Pourquoi? Parce que 25 ans après, il se produit une autre catastrophe. Mais là, ça n'a rien à voir avec Tchernobyl. On est dans un pays de haute technologie. On est dans un pays très développé. Et on ne peut pas imaginer qu'une technologie, si complexe soit-elle, dans un pays qui fabrique tous nos appareils les plus sophistiqués, soit capable de déraper d'une manière aussi colossale de ce qu'on a vu à Fukushima. Et c'est vrai que pour moi aussi ça a été une surprise, comme Tchernobyl a été une surprise, je ne m'attendais pas à ça. Bien que la CRIRAD, on savait un petit peu comment fonctionnait le nucléaire japonais, parce qu'on était déjà allé là-bas au Japon, à la demande de Greenpeace Japon, pour faire un état des lieux sur une installation nucléaire achetée par les Japonais à Areva. Areva est un très bon vendeur, il faut reconnaître. Ils avaient réussi à vendre aux Japonais une usine de retraitement. Parce que vous savez qu'avant, les Japonais emmenaient en France retraiter leur combustible usé à La Hague. Et que chaque fois, il y avait des histoires dans le voyage. Les convois étaient un peu bloqués par des militants qui empêchaient les bateaux d'accoster à Cherbourg, etc., etc. C'était en même temps, effectivement, faire courir des risques importants, faire 15 000 km à des déchets hautement radioactifs. Alors il y a ceux qui circulent en France sur les trains, mais là vous étiez sur des bateaux, à la merci de terroristes qui auraient pu utiliser ça. Donc, comme tout le monde en avait un petit peu marre de ces voyages qui n'en finissaient pas, etc., Areva a dit, mais vous avez une solution, vous les Japonais, vous avez qu'à acheter une usine de retraitement. On en a justement une à vous vendre. Et c'est comme ça qu'a été construite l'usine de Rokashimura, au nord du Japon, et Greenpeace Japon nous a demandé de faire l'état des lieux de l'environnement avant le démarrage de cette installation, parce que tout le monde sait très bien que ces installations de retraitement, qui ne servent pas à grand-chose, ou pas du tout, et qui sont même, on pourra peut-être en discuter tout à l'heure, en tout cas, elles sont très problématiques pour l'environnement. Donc, Greenpeace Japon a dit il faudrait que vous fassiez l'état des lieux avant le démarrage de cette installation, pour que quand cette installation aura tourné pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, si on trouve de la radioactivité dans l'environnement, l'exploitant nous dit ah mais ça y était avant ça. Non, là on aura un état des lieux clair et précis. C'est pour ça qu'on est allé là-bas. Il faut savoir, pour la petite histoire, cette usine de Rokashimura, les Japonais l'ont achetée, elle est finie, elle est payée, mais elle n'est toujours pas en route. Ça fait 5 ans maintenant qu'elle n'est toujours pas en route. On dit, tiens, qu'est-ce qu'ils ont? Ah, ben ils ont réfléchi, les Japonais. Et ils se sont dit, si on met en route cette usine, un jour, il faudra la démanteler. Retour au casse-départ, Brennilis, démantèlement. L'affaire impossible, démantèlement. L'affaire difficile, en tout cas. Très compliquée, qui va mettre des années et des années, et qui va coûter très très cher. Donc ils ont fait leur petit compte au final, et ils ont dit, il faut peut-être mieux jamais démarrer cette installation. Voilà où ils en sont aujourd'hui. Alors, si on reparle donc du Japon, c'est qu'on avait constaté à l'époque déjà que les industriels japonais, TEPCO et autres compagnies, privées cette fois, par rapport à la France, c'est la grande différence, avaient infiltré, et là c'est la grande similitude avec la France, infiltré tous les pouvoirs politiques, tous les médias, etc., etc. Et que notre travail, par exemple là-bas, nous on l'avait constaté, c'est que notre travail qu'on avait fait n'était relayé dans aucun média. Pas un mot dans tous les médias japonais
du travail qui est fait. Alors qu'en France, au moins, on a une certaine écoute, je dirais, de ce qu'on fait, nous, des rapports qu'on fait. Là-bas, rien du tout. Donc ça nous avait intrigués. Et bon, arrive Fukushima. Et là, on constate que les TEPCO, l'exploitant, n'a rien prévu. N'a pas prévu du tout l'accident maximum, le tsunami, les séismes maximum, etc., etc. Et que, ils n'ont pas préparé non plus la suite, c'est-à-dire comment protéger la population quand ça dérape. Et là, c'est vrai que nous, les premières choses qu'on a cherchées après ça, c'est des informations sur l'environnement. Quelle était la radioactivité de l'air. Et là, on découvre que l'autorité japonaise, alors là, on a l'habitude en France, ne disent rien. On n'a aucune information sur la radioactivité de l'air, à quelle hauteur du sol, quel type de radionucléide, etc., etc. Ça, c'est de la vraie information. Or là, dès les premiers jours, on nous balade avec des chiffres vaguement de débit d'eau sur la centrale. Oui, mais ça concerne les travailleurs. Bon, d'accord, c'est pas inintéressant, mais nous, ce qui concerne, c'est les milliers, les millions de gens qui vivent à côté et qui, eux, sont concernés par de très importants rejets dès les premiers jours. Et là, on voit tout de suite que les Japonais tardent à évacuer. Et ça, c'est criminel. Et ils n'ont pas distribué les comprimés d'iodstable. Ça, c'est criminel. Et là, je pense que les autorités japonaises auront des comptes à rendre un jour par rapport à cette gestion calamiteuse. Les Russes n'ont pas été très très bons, mais les Japonais ont été très très mauvais. Ça, on peut le dire aujourd'hui, clairement. Pas d'informations, des informations. Alors là, moi, je me suis retrouvé 25 ans en arrière, des autorités japonaises, du style, oui, des épinards à 4000, 5000 becquerels par kilo, on peut en manger toute une année, et ça ne représenterait, au point de vue risque, que 1/20 de scanner. Voilà ce que vous avez entendu, ce qu'on a entendu. Ça, c'est du mensonge. Ça, c'est scandaleux de dire des choses comme ça, alors que l'on sait très bien que c'est totalement faux. J'espère que... Alors, c'était pas le professeur Pellerin, là, c'était un professeur japonais. On voit que, par contre, il se passe aujourd'hui des choses, et que la société japonaise se réveille, elle découvre, et là, c'est une note d'espoir, elle découvre qu'on leur a menti, on leur a caché la vérité. Ils dormaient sur leurs deux oreilles, il faut bien reconnaître, tranquilles, en étant persuadés que tout ça, ça ne se produirait pas, l'accident grave. Je ne sais pas si vous avez vu des publicités de TEPCO qui datent d'une dizaine d'années, c'est assez génial, quoi. On vous apporte un monde radieux. Voilà, c'était ça. Bon, tout ça, je crois que les Japonais le découvrent, et ça, c'est évidemment un dur réveil pour eux, parce qu'ils découvrent combien on leur a menti, etc. J'espère que ça va déboucher sur des choses, des remises en cause sérieuses de leur industrie, de leur mode de fonctionnement, de leur société. En tout cas, nous, on a été contactés par des associations. On a constaté que dans cette période-là, très rapidement, on a été, je dirais, visité sur le site CRIRAD par le Japon. Évidemment, en premier, c'était les Français, mais tout de suite derrière, les Japonais, qui découvrent la CRIRAD et qui, du coup, maintenant, décident de faire une CRIRAD au Japon. Et c'est ça, je pense, une réaction très positive. C'est pour ça qu'en ce moment, et ça a bien avancé, il est en train de se créer une CRIRAD au Japon qui s'appelle Project 47, en association avec des citoyens, etc., et qui est en train de monter un labo, comme la CRIRAD. Ils étaient en formation à la CRIRAD la semaine dernière, donc il y a 10 jours, une dizaine de jours. Ils étaient en formation à la CRIRAD. L'avantage, c'est qu'on peut leur apporter, nous, notre expérience de 25 ans de laboratoire, d'expertise, etc. Ça, c'est les côtés positifs. Par contre, nous, on peut dire, c'est que Fukushima nous montre combien la catastrophe nucléaire est ingérable, parce que quand on voit comment aujourd'hui les autorités japonaises gèrent la situation, et pourtant on n'est pas dans un pays sous-développé, hein, c'est ça qui est impressionnant, c'est que on s'aperçoit, ils font semblant de découvrir, voilà, parce qu'à mon avis ils le savaient, mais que petit à petit c'est tout l'environnement qui est contaminé. Alors au début on vous parle des épinards, bon les épinards une chose, et puis après c'est le bœuf, et puis après c'est le poisson, puis après c'est etc. Mais non, mais tout est contaminé depuis les premiers jours. Et on n'a pas pris les mesures qu'il fallait faire à ce moment-là. C'est pour ça que je dis c'est criminel.
Et nous, on va travailler, je dirais, jusqu'au bout pour faire reconnaître, comme ce qu'on a fait pour Tchernobyl, des cartes de contamination pour justifier des évacuations qui n'ont pas été faites, des populations, des manquements graves. Alors, je voudrais juste terminer, c'est est-ce qu'une catastrophe nucléaire est gérable? Ben, pour nous en France, quelles ont été les conclusions de nos autorités par rapport à Tchernobyl, qui reste la référence chez nous? Eh bien, c'est que c'est pour ça qu'on a envoyé beaucoup de spécialistes, nous la France en particulier, dans les zones contaminées par Tchernobyl, c'est-à-dire la zone des 300 km, pour voir comment on peut vivre, je dirais pas heureux, mais comment on peut vivre en zone contaminée. Comment on peut convaincre des gens, comme vous et moi, que l'on peut vivre normalement dans une zone contaminée. Eh bien, ils ont réussi, les Russes. Alors, ils ont réussi, ça évidemment, ça intéresse nos autorités françaises. Comment convaincre les gens qu'il faudrait, qu'on peut vivre là-dedans? Eh bien, pour ça, il y a des programmes qui ont été faits, beaucoup financés par l'Europe, avec des experts français sur place. Eh bien, on constate que là-bas, les conclusions de ces experts, du moins, c'est de dire oui, on pense que les gens ne sont pas tout à fait bien portants. Il y a peut-être quelques problèmes. Mais ça n'est absolument pas à relier avec la radioactivité. Leur seul problème, c'est la radiophobie. C'est leur peur des radiations. Nous sommes tous concernés là. Nous avons tous peur des radiations. Nous sommes tous dans des radiophobies. Eh bien, nous sommes donc tous victimes de la radiophobie. Mais j'exagère à peine quand je dis ça. Je peux vous dire, au Japon, aujourd'hui, on nous ressort la même chose, 25 ans après. S'il y a des gens qui sont malades à Fukushima, c'est-à-dire à 60 km de Fukushima, de la centrale, et qui vivent dans un environnement contaminé, et je peux vous dire que les deux scientifiques de la CNRS qui sont allés au Japon, qui sont allés à Fukushima, eh bien, ils en sont revenus traumatisés. Je ne veux pas insister sur le côté humain, je dirais, mais quelque chose ils en sont revenus, je peux vous le dire. Ce sont des gens qui ont beaucoup voyagé, qui en ont vu des choses en radioactivité, qui sont allés sur les mines d'uranium, qui sont allés sur plein d'endroits, qui sont allés au Niger, qui sont allés... Eh bien, ils sont revenus traumatisés du Japon. Traumatisés, et je peux vous dire que le responsable du labo, Bruno Charéron, quand il en parle, il ne peut pas s'empêcher de sangloter, de voir ce qu'il a vu là-bas. À Fukushima, je ne parle pas dans la centrale, hein, à 60-80 km, là où vivent les gens aujourd'hui. Et ça, c'est une réalité de l'accident nucléaire qui ne doit pas nous échapper et qui va bien falloir prendre conscience, parce que CODIRPA, c'est un programme qui a été mis en place par notre gouvernement, auquel nous avons, en tant qu'association, nous, CRIRAD, refusé de participer. Parce que c'est quoi ce programme? C'est comment accepter, faire accepter plus exactement aux populations que l'on peut arriver à vivre normalement dans une zone contaminée. Ben non. Moi j'estime qu'on ne doit pas cautionner ce genre d'attitude et de discours. On ne peut pas vivre heureux en zone contaminée, c'est pas possible. Alors, gérer un accident nucléaire, eh bien, on est devant la mission impossible. Alors, il faut peut-être en tirer les conclusions pour dire est-ce qu'on doit continuer le nucléaire ou pas. Ça, je renvoie la parole à mes camarades qui sont là. Merci.